Nous avons vu avec vous qu'on peut modéliser des tableaux comme tableau d'une seule dimension lorsque les éléments de notre tableau de 2 dimensions ou de n dimensions euh, dans chaque colonne possède le même nombre, chaque colonne possède le même nombre, chaque ligne plutôt, chaque rangée possède le même nombre de colonnes, c'est-à-dire que le nombre d'éléments dans les rangées sont homogènes. Donc, dans ce cas, on peut modéliser ça avec un tableau d'une seule dimension. Et nous avons vu avec vous qu'on peut manipuler des indices pour pouvoir rechercher les éléments dans ce tableau. La deuxième méthode, c'est la méthode qui est retenue, par exemple, par les langages de programmation Java, Python, modélise un tableau de n dimensions avec un tableau de tableaux. Chaque ligne dans le premier tableau, c'est un pointeur référence vers un autre tableau rangé. Et par la suite, c'est ça, c'est le deuxième tableau. Ces tableaux, pour chaque rangée, contient les éléments. Donc, pour une matrice M, on doit déclarer un tableau d'adresse pointeur. La taille d'une adresse dans l'architecture RISC-V 32 bits est exprimée sur 32 octets, 32 bits, 4 octets, 8 octets en architecture RISC-V 64. La ligne numéro I se trouve à l'adresse, c'est adresse du premier élément plus le numéro de la ligne multiplié par adresse ça c'est l'adresse d'une ligne, et la case IJ se trouve à l'adresse adresse du premier élément plus le déplacement qui correspond à l'adresse de rangée qui contient l'élément IJ. Donc, c'est la formule précédente plus le numéro de la colonne J multiplié par S, où S, c'est la taille d'un élément. Il faut bien gérer la taille des adresses dans les architectures 32 et 64. Donc, les pointeurs dans l'architecture RISC-V 32 doivent être stockés sur 32 bits. On peut utiliser la directive .word. Pour l'architecture RISC-V 64, donc, il faut utiliser dword. La directive, c'est double word. Maintenant, on va regarder l'exemple. On va avec vous regarder le programme matrice 2.s où on déclare une matrice, un tableau de 2 dimensions. Donc, on va déclarer la ligne 1, la ligne 2 avec les éléments. Et par la suite, ça, c'est notre matrice, comme vous voyez ici, est modélisée avec la deuxième méthode, c'est-à-dire qu'on déclare avec la directive double word. Ça, c'est notre comme 2 pointeurs. Et ligne 1 et ligne 2 va contenir les adresses pour les 2 tableaux qui représentent les contenus de 2 rangées. Et avec la directive EQV, comme d'habitude, on déclare les constantes comme les associations textuelles pour clarifier le code. Donc, la taille de la matrice est définie avec ces symboles. Matrice N, c'est le nombre de lignes. Matrice M, c'est le nombre de colonnes.
Et par la suite, c'est ça, c'est ce qu'on veut, c'est d'afficher la matrice matrice. Euh, et en laboratoire, vous allez voir comment calculer la transposée d'une matrice et de quelle façon on peut afficher euh, la transposée d'une matrice. Donc, ça, c'est le programme matrice.s. Je vais voir ici, on va chercher. Ça, c'est le chapitre 6. Ça, c'est matrice 2S. Dans les programmes, faites attention aux commentaires. Lorsque c'est écrit RARS 64, il faut dans ce cas configurer notre environnement avec ce mode. Par défaut, ça c'est le code de marche dans le mode 32 bits. Donc ici, je vais sauvegarder. Ça c'est matrice 2.s. Si je compile comme ça, mais c'est beau. Si vous regardez les settings, je vais voir ça. Si on regarde les settings, pour que ça compile correctement, j'ai coché l'option 64 bits. Donc, et maintenant, notre compilateur, notre simulateur RARS fonctionne en mode de 64 bits et gère correctement les instructions du jeu d'instructions RISC 64 bits. Donc, ici, c'est calculé si, comment compiler correctement. Si j'affiche, comme vous voyez, si j'exécute le programme, vous pouvez voir que notre matrice a été affichée correctement. Maintenant, regardons le code. C'est ce qu'on a vu avec vous, les déclarations nous avons la déclaration de notre matrice, c'est un tableau de 2 pointeurs. Et par la suite, c'est ça, c'est chaque pointeur, c'est l'adresse pour chaque rangée de notre matrice. Et chaque rangée contient les éléments 11, 12, 13. C'est la première rangée, 21, 22, 23, c'est la deuxième rangée. Ça, c'est la taille de notre matrice. Comme d'habitude, on déclare les constantes pour les services système et dans le code, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la pseudo-instruction load address qui charge l'adresse de notre matrice. Ça veut dire que ici, c'est l'adresse est spécifiée par le nom symbolique mat. Donc, c'est cette adresse qui va être chargée comme contenu du registre S0. Par la suite, donc, on va utiliser S1 comme index de la ligne courante. On initialise avec 0. Ça, c'est la boucle sur I. Je vous rappelle que les boucles doivent être modélisées avec les instructions de branchement conditionnel et les instructions de saut. Ici, comme vous voyez, la première instruction, c'est load immédiate. Donc, dans T0, on charge la constante, c'est mat n est défini avec UQV.
Ça veut dire que c'est l'association textuelle. À la place de math n, on doit voir ici la valeur 2 qui est chargée dans T0. Et par la suite, c'est comme d'habitude, on commence chaque boucle avec la vérification de la condition d'arrêt. Donc, ici, on vérifie la condition contraire qui est exprimée dans la version en langage de programmation de haut niveau. Tant que I dépasse matrice N, valeur 2, c'est ce qui est exprimé ici, branch greater equal, le contenu de S1 qui contient notre variable I, qui est associé à la variable I. Tant que I plus grand que 2, c'est le contenu de T0, on saute à la fin. Sinon, on rentre dans le corps de la boucle. Donc, on initialise la valeur S2 à 0. Il faut mettre toujours en commentaire qu'est-ce que ça signifie, quelle signification vous associez avec les registres qui sont utilisés dans votre programme. C'est seulement les valeurs temporaires dans les T qui sont utilisées localement. Vous pouvez en mettre leurs spécifications. Donc, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ça, c'est loop J, ça veut dire que c'est I, ça c'est les rangées, J, ça c'est les colonnes. Donc, J, on va utiliser pour parcourir tous les éléments dans chaque rangée. Encore une fois, la boucle imbriquée commence avec l'initialisation de notre constante, c'est la taille de colonne, c'est 3, symbole math M qui nous donne cette valeur. Et par la suite, la condition d'arrêt, tant que S2, donc S2, ça c'est notre valeur de J, tant que J est plus petit ou égal que la taille, le nombre de colonnes, dans ce cas, on effectue le traitement répétitif. Sinon, on saute à fin J. Et maintenant, on va manipuler les indices et on va faire les ajustements, les déplacements au niveau de déplacement en nombre d'octets par rapport à chaque adresse pour rechercher l'élément à la position IJ. Donc, je vous rappelle que les multiplications par puissance de 2 en assembleur doivent être effectuées avec les opérations de décalage. Ça, c'est la nécessité. Ça, c'est un must. Et pour multiplier notre index par la valeur 8, ça, c'est on va faire décalage de 3 bits à gauche. Je vous rappelle qu'il existe les décalages logique et arithmétique. Logique, ça c'est non signé. Arithmétique, ça c'est décalage signé. Lorsqu'on bouge l'information à gauche, on augmente la valeur, on fait les multiplications par puissance de 2. Si on décale à droite, on fait les divisions par puissance de 2. Donc ici, ça c'est left, logique, et c'est l'aile. Et puisque notre index I, c'est une valeur positive, dans ce cas, on fait la multiplication non signée. Et I, on multiplie par 8. Par la suite, on fait l'addition. Ça, c'est S4. C'est l'adresse de la matrice plus le déplacement. Et finalement, on accède au premier élément.
c'est load D, ça c'est load double word. On est dans l'architecture 64 bits. Ici, c'est l'instruction load double word où notre déplacement avant les parenthèses est omise. Signifie qu'ici, il faut voir la valeur 0 comme déplacement. Donc, S4 contient l'adresse absolue de l'élément qu'on veut accéder. Donc, on lit le contenu et on charge l'adresse de la ligne dans le registre S4. Maintenant, c'est ça, c'est la formule qu'on a vue avec vous qui permet de chercher l'élément à cette ligne. Donc, encore une fois, il faut faire ajustement de déplacement par rapport à l'adresse de début de la ligne et il faut multiplier la valeur du J par 4 en faisant le décalage de 2 bits encore en gauche. C'est la même instruction. Et on fait addition, c'est l'adresse de la ligne plus le déplacement par rapport au début de la ligne. Ça nous donne l'adresse absolue du nombre de l'élément qu'on veut accéder. Oui. Ici, on est dans l'architecture double word. C'est ça, c'est le risque 564 bits. Dans ce cas, et le registre et les éléments seront comme de 64 bits. Donc, ça, c'est les calculs. C'est ça, c'est un tableau. Chaque index, pardon, chaque adresse de notre tableau est exprimée sur 8 octets. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'adresse math? C'est l'adresse du premier élément. Par la suite, il faut faire i multiplié par comme 8 pour chercher le déplacement correct. Lorsque i vaut 0, ça va nous donner l'adresse de notre matrice initiale. Par contre, comme i vaut 1, ça va nous donner l'adresse avec le déplacement 8. Par la suite, c'est ça, c'est les éléments quand même, les entiers, c'est ça, c'est regarder qu'est-ce qu'on a fait. Ici, par contre, ici, ça c'est point word, c'est 4 octets pour chaque élément. C'est pour cette raison, pour chercher les éléments dans chaque rangée, il faut faire multiplier comme l'adresse c'est ajouter à l'adresse de la ligne le déplacement multiple de 4. Oui, parce que ça, c'est double word, c'est seulement l'architecture 64 bits et pointeur à référence est défini sur 8 octets. Par contre, les éléments, les entiers sont définis sur 32 bits, 4 octets. Donc, comme vous pouvez voir, en assembleur, il y a tous les détails qui comptent. Il faut explicitement de prendre en compte de ces détails. Donc, c'est ça, nous avons calculé correctement le déplacement par rapport à l'adresse de la ligne pour accéder aux éléments. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est d'afficher cet élément. Ici, comme vous voyez, on utilise load word. On charge le contenu de l'adresse. L'adresse absolue a été formée dans le registre S3 et finalement, après avoir imprimé l'élément, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de faire la mise à jour du compteur de notre variable d'itération J.
et jump loop J va nous permettre de parcourir tous les éléments dans chaque rangée. Après avoir terminé ce parcours, on va afficher d'abord saut de ligne pour par la suite d'afficher les éléments de la prochaine rangée sur la ligne suivante et on fait la mise à jour du compteur de notre variable d'itération i qui parcourt les lignes, les rangées de notre matrice. Et jump loop i, donc on revient dans notre boucle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça, c'est fin. Pour terminer notre programme, c'est ça, on sort de notre programme. Nous avons déjà vu, ça c'est l'affichage 11, 12, 13, 21, 22, 23. Donc, comme vous voyez, c'est bel et bien le contenu affiché de notre matrice. Maintenant, je reviens à la présentation. Maintenant, on va discuter les instructions de branchement. On a déjà, comme vu, mais un petit peu plus de détails. Le branchement indirect. Il existe la pseudo-instruction Jump Register RS1. C'est un rappel, on a déjà vu ça. Comment fonctionne cette instruction? L'adresse de branchement est placée dans le registre RS1 et on saute à cette adresse. En fait, la pseudo-instruction Jump JRRS1 est implémentée avec la vraie instruction, c'est Jump and Link Register RD RS1 est aussi constante, mais pseudo-instruction Jump and Link Register DRS non seulement saute à l'adresse, mais aussi mémorise l'adresse de retour dans le registre RD. Cette instruction est utilisée pour implémenter l'opération return, l'énoncé return qu'on utilise pour retourner au point d'appel à partir de fonctions. L'adresse de branchement peut être calculée, stockée et on peut faire la mise à jour de cette adresse. Quand on utilise cette instruction, c'est pour spécifier une pointeur de routine, aussi pour spécifier l'adresse de branchement, pour modéliser l'instruction de contrôle et switch. On peut aussi d'utiliser pour développer les interpréteurs efficaces et implémenter les langages de programmation de haut niveau. Maintenant, regardons le programme suivant et essayons de deviner qu'affiche ce programme. Donc, je vais plutôt comme on va faire la simulation exécution pas à pas dans le simulateur. Donc, la première instruction, load immédiate A0421. Que fait cette instruction? On commence la révision parce que la semaine prochaine, c'est la semaine de l'examen. Donc,
Et à l'examen, vous n'aurez pas le droit d'utiliser simulateur, c'est-à-dire qu'il faut simuler les exécutions par vous-même et il faut comprendre le code et de deviner, de déduire qu'est-ce que ça va vous donner comme résultat de l'exécution de chaque instruction. L'ordre immédiate. Premièrement, est-ce que c'est une instruction de base ou une pseudo-instruction? Pseudo-instruction. Donc, quelles actions fait cette instruction, l'ordre immédiat? Voilà, c'est bien. Donc, après avoir exécuté ça dans le registre A0, on doit retrouver la constante 421, mais ici, on spécifie dans le code en base 10, mais vous savez que la représentation interne, c'est en binaire et la convention complément 2 qui est utilisée. Dans la convention complément 2, je vous rappelle que les nombres positifs sont représentés par leur représentation binaire. On ajoute les zéros pour compléter tous les bits qui sont utilisés dans la représentation. Pour les valeurs négatives, on transforme notre valeur positive correspondante en complément 2 et les valeurs négatives vont posséder comme les 1 dans la partie la plus significative après cet encodage. Lorsque vous voyez la représentation interne en complément 2 et vous voyez beaucoup de 1, ça encode un nombre quand même avec la magnitude nombre négatif, mais de magnitude de petite magnitude. Par exemple, moins 1, vous avez vu, ça c'est tous les 1. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette chaîne de tous les 1 parce que ça va encoder quelque chose quand même pas très comme compliqué à décoder. Par contre, si vous avez un 1 et par la suite suivi avec les zéros et tout ça, en complément à 2, ça va représenter un nombre négatif. Par contre, la conversion, ça va impliquer comme plus d'efforts parce que ça va encoder la magnitude qui est importante dans cette chaîne. La prochaine instruction, AUIPC et 00. Je vous rappelle, ça c'est add, U unsigned, immédiate, PC. Donc, on travaille avec la partie haute du registre. À l'examen, vous allez avoir le droit d'utiliser notre si vous ne vous souvenez pas de quelle façon une instruction fonctionne, dans ce cas, vous pouvez toujours regarder l'annexe. Ici. Et maintenant, on va chercher de quelle façon fonctionne AU, add, unsigned, immediate, PC. Ça, c'est heure de ça. Voilà. C'est ici qu'on a l'instruction. Ça, c'est la description ajoutée dans la partie haute du registre PC, la valeur immédiate. Dans la colonne 2, c'est spécifié c'est de quel format possède cette instruction. Ça, c'est U. Par la suite, ça, c'est le code opération en hexadécimal. Et ça, c'est la description de quelle façon notre opération fonctionne. La constante qui est encodée dans le champ immédiate, ça, c'est notre valeur immédiate. Ici, on revient ici. Ici,
c'est ça notre valeur immédiate, 0. Donc, ça, c'est 0. Comme vous voyez ici, il y a le symbole décalage à gauche de 12 bits. Ça veut dire que notre valeur 0 est placée comme dans la partie haute. C'est à partir du bit comme 13 et c'est ça, c'est l'action de et par la suite, PC courante est additionné avec cette valeur 0 pour former la valeur qui va être chargée dans le registre RD. Donc, avec AUPC S00, ça veut dire que notre contenu du registre PC courante va être additionné avec la constante, c'est la partie haute du PC va être additionné avec la constante 0. Ça veut dire qu'ici, finalement, dans S0, on va récupérer plutôt le contenu de notre PC pour cette instruction. La prochaine instruction, c'est ça, c'est on va exécuter pas à pas. Ça veut dire que on va simuler et par la suite, c'est ça, c'est on va observer est-ce que notre simulation correspond à l'exécution réelle. Donc, la première commande load immédiate a chargé notre constante dans le registre A0. Ici, dans les settings, quand même, on peut spécifier c'est quoi la base qu'on veut utiliser, mais en fait, ici, comme vous voyez, ça, c'est la représentation à base 16 de la valeur qu'est-ce que 421. 421. Ça, c'est 1 à 5. Par la suite, à AU et PC, nous avons dit que c'est la valeur du PC courante qui va être chargée dans le registre S0. Donc, regardons le contenu de S0. S0, c'est 0. Ah oui, parce que c'est ça, c'est dans cette architecture, les adresses sont assignées de manière bizarre. En risque 5, il y a les petites choses qui sont comme, qui ne sont pas logiques un petit peu. L'architecture MIPS qui se base sur risque 5 gère ça. C'est vraiment, il n'y a pas des choses comme ça que S0, S1 sont adressés avec 8, 9 et par la suite, tout le reste, c'est comme S2 possède l'adresse 18. Ça, c'est la convention. C'est vraiment comme le choix de conception. Et les registres, comme vous voyez, sont adressés pas dans l'ordre. Donc, présentement, S0 contient 0. Maintenant, regardons quelle adresse contient le registre PC. PC, c'est ça, le contenu, c'est 40004. On va exécuter l'instruction AUIPC et 00 et on va regarder qu'est-ce qui se passe avec le contenu de S0. Comme vous voyez, c'est bel et bien PC est chargé dans notre S0. Maintenant, la prochaine instruction, add immédiate S0, S016. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette instruction après
avoir exécuté cette instruction. S0 en addition avec la constante 16 et le résultat va être comme mise à jour. Donc, S0 contient présentement PC. PC plus 16 va comme cette valeur va être placée comme nouveau contenu dans le registre S0. 16, maintenant, puisque on va utiliser Jump Register par la suite S0, cette instruction, on va par la suite sauter à l'adresse spécifiée dans S0. S0, maintenant, contient l'adresse qu'on veut accéder. Donc, nous avons récupéré PC courant et par la suite, on a ajouté 16. 16, ça c'est en fait chaque instruction est encodée sur 32 bits, 4 octets. Déplacement 16 va correspondre à 4, au déplacement correspondant aux 4 instructions plus loin que la première instruction. Donc, la première instruction se trouve avec le déplacement à 0. Par la suite, comme prochain, vous voyez ici, un instant, ça veut dire que l'adresse de la première instruction, c'est 0. Par la suite, 4004. Par la suite, ça va nous donner plus 4. Par la suite, plus 8. Plus 12. Et finalement, plus 16. Ça veut dire qu'ici, on va former l'adresse comme suit pour par la suite utiliser cette adresse pour faire le branchement avec l'instruction Jump Register S0. Donc, maintenant, la valeur de mon PC va changer. Mais c'est pas ici, c'est pas PC qui va être changé, c'est plutôt l'adresse ici qui va être changée dans mon S0. Donc, comme vous voyez, c'est 400014. Et maintenant, on exécute Jump Register S0, ce qui va changer mon PC. Donc, PC présentement, c'est 4000C. Et après avoir exécuté Jump Register S0, comme vous voyez, c'est 400014. Donc, c'est ça, c'est ce que ça, c'est parce que l'adresse qu'on a récupérée, c'était ça, c'était l'adresse 04 et dans ce cas, plus 16, c'est plutôt, ça nous donne l'adresse ici. Dans S0, c'est 400014. Donc, c'est cette adresse qu'on a visé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va imprimer le contenu de A0. Ça veut dire que ici, dans ce code, initialisation de A0 avec la valeur 42 n'a pas été fait. Et c'est plutôt, qu'est-ce qu'on va afficher maintenant? C'est le contenu initial de notre A0. Si on exécute, ça veut dire que comme vous voyez, mais ici, ça c'est A7. Et comme vous pouvez voir, c'est 421 qui a été affiché après avoir exécuté ce programme. C'est là. Mais on va revenir au code
ici. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour résumer euh, cet exemple? Avec toute cette manipulation, nous avons formé l'adresse du saut de branchement. On a effectué le branchement et le branchement a été effectué directement sur l'instruction load immédiate A7A. Et comme conséquence, c'est la valeur 421 qui était dans le registre A0 qui a été affichée. Ça veut dire qu'ici, cette assignation n'a pas eu lieu. C'est ça, cet exemple illustre de quelle façon instruction jump register fonctionne. Les instructions de haut niveau switch qui existent en Java, C, C++, permettre d'effectuer un branchement à partir de la valeur d'une variable. On spécifie dans cette structure de contrôle plusieurs cibles. Il existe les implémentations équivalentes avec les if-else imbriqués qui sont comme alignés au même niveau. If-else imbriqués qui permettent de réduire le nombre de branches à vérifier, ou on peut utiliser comme implémentation une table de branchement en utilisant un branchement indirect. Dans ce cas, la complexité de cette implémentation, c'est le temps proportionnel au temps. Ça, c'est le temps constante. Ça, c'est l'implémentation quand même qui est utilisée par les compilateurs pour faire la traduction de ces structures de contrôle. Comment on implémente avec une table de branchement, une table de pointeurs est initialisée. Cette table de pointeurs contient comme les adresses de branchement pour le code machine où chaque branchement est géré. Dans cette implémentation, on utilise l'instruction de branchement indirect. Maintenant, on va regarder l'implémentation euh, de la structure de données switchée de haut niveau. C'est l'exemple menu.s. Dans cet exemple, on affiche un menu fonctionnel, mais qui ne fait rien. C'est seulement on peut sauter sur les branches spécifiées dans ce menu. Il y a 4 options numérotées de 1 à 4 et on verra de quelle façon on peut implémenter ce menu avec une table de branchement. Le menu, l'option 1, c'est RAZ, remise à 0, 2, ajouter, 3, soustraire, 4, quitter. Votre choix, c'est l'utilisateur qui spécifie une des options et par la suite, on va seulement de sauter sur le bout de code qui est spécifié par chacune de ces options. Ça, c'est menu.s.
Ça, c'est menu.s. D'abord, on va regarder de quelle façon le menu, ce programme fonctionne. Par la suite, on va regarder les détails d'implémentation. Donc, lorsque j'exécute ce code, comme vous voyez ici, c'est le menu qui est affiché. Mais je vais encore comme plutôt. Je vais effacer ça. Ça. Et il y a la ligne qui attend la saisie de l'utilisateur. Donc, si par exemple, je saisis l'option 2, comme vous voyez, seulement l'affichage, c'est quelle option a été choisie et est effectuée et le programme termine son exécution. Donc, je vais faire comme ça. C'est la première, par exemple ici, 4. Donc, c'est ça l'utilisation. Il est 10h20. On va faire une pause et par la suite, après, dans 10 minutes, on va continuer notre cours. Donc, notre programme, comme vous pouvez voir dans dans le segment data, on déclare toutes les constantes et aussi on alloue l'espace pour les variables. Un menu, c'est une chaîne contenant \n pour spécifier les sauts de ligne, pour afficher notre menu comme un tableau. Après avoir défini notre menu, on va définir on va associer la constante 4 avec le symbole menu len pour spécifier cette constante, pour utiliser cette constante pour spécifier les options possibles. Par la suite, on déclare les messages. Un instant, je vais... Voilà. Donc, message à afficher dans chaque cas. On veut afficher erreur si notre option est plus grande ou plus petit que les choix disponibles. Par la suite, les traitements de chaque option, c'est d'afficher comme le message correspondant. C'est choix 1, 2, 3, 4. Oui, vous avez eu la question? Un instant, ASCII. Ah oui, ici, s'il vous plaît, il faut arrêter de parler parce que ça devient compliqué d'expliquer. Pourquoi ici on utilise la déclaration .ASCII et pourquoi ici on utilise string? Je vous rappelle que .string, cette directive, c'est en lien avec la directive .ASCII-Z. Ça veut dire qu'ici, chaque message, il faut voir qu'il possède à la fin, c'est \0. C'est le caractère nul. Et lorsque on imprime les chaînes, on imprime tous les caractères jusqu'à ce qu'on trouve \0. Pour le menu, qu'est-ce qu'on veut imprimer? Ça veut dire que tout ça, ça représente comme les chaînes sans \n. Ça veut dire que ici, 0, ça veut dire que lorsqu'on va imprimer menu string, ça va imprimer ça
concaténé avec ça, ça veut dire que tout ça va être imprimé juste une chaîne, comme en fait, on a pu omettre ces déclarations, mais c'est plutôt de mettre ça en une seule ligne longue. C'est comment? Par la suite, c'est ça, c'est \n, par la suite, étoile, menu, \n, et ça serait affiché correctement avec un seul déclaration ASCII, mais pour faciliter la présentation, pour la présentation de notre code, on a décidé plutôt d'utiliser les directives ASCII pour chaque morceau de notre longue chaîne. Et tout ça est référé par un seul adresse. Ça veut dire que menu string, lorsque on imprime, à partir de cette adresse, ça veut dire que puisqu'ici, il n'y a pas de \0, notre système va quand même imprimer tout ça et jusqu'à ce qu'on trouve ici \0. Ça, c'est pour les impressions. Bien sûr qu'on a pu écrire ça plus simplement, mais ça, c'est plutôt comme en sachant les astuces de codage, on peut comment un petit peu comme écrire sans vraiment de nommer chaque ligne et par la suite d'appeler plusieurs fois le même code pour afficher chaque ligne. Donc, on peut éviter la duplication. Mais si vous regardez par contre ici les options, c'est les messages, pardon, pour afficher dans chaque cas. Ici, on utilise .ASCII-Z parce qu'on veut afficher un de ces messages et on ne veut pas que toute l'information soit collée ensemble et on accède à chaque message par son propre adresse associée à chaque constante littérale. Donc, ici, on a formé tous les messages, notre menu, et par la suite, on est prêt à implémenter notre structure switch. Notre switch, c'est un tableau, et dans ce tableau, encore une fois, on est dans l'architecture 64 bits. Ça veut dire que directive double word permet de déclarer les pointeurs de 64 bits. Et comme vous pouvez voir, pour chaque option, on va spécifier l'adresse, un pointeur qui par la suite va nous amener aux bons endroits où les instructions machines qui gèrent ce cas seront placées. Donc, maintenant, le code dans le segment .text, on va afficher le menu. Ici, comme vous voyez, on utilise le service print string et comme vous pouvez voir, menu string, comme nous avons vu, permet d'afficher d'un coup tout le menu. Par la suite, on va utiliser l'appel système pour communiquer avec l'utilisateur. On va valider la valeur saisie par l'utilisateur. Ici, comme vous voyez, si la valeur saisie par l'utilisateur est plus petite que 0, valeur négative, donc on va sauter sur l'affichage du message erreur. Ça veut dire que c'est le branchement adresse erreur qui va contenir le code qui gère ça. Ici, comme vous voyez, on affiche message et par la suite, c'est ça, on saute
à l'étiquette fin pour terminer notre programme. Si maintenant, ça c'est la borne inférieure qui est vérifiée pour notre option. Maintenant, on va regarder si l'utilisateur a saisi la valeur qui est plus grande que le nombre d'options fournies. Donc, c'est branch greater than. On compare avec le nombre d'options qu'on possède. Encore une fois, on saute à l'erreur. Si l'option choisie est valide, dans ce cas, on va calculer l'adresse de la case dans la table de branchement. Les options sont numérotées de 1 à 4. Par contre, les adresses dans la table de branchement sont placées à partir de déplacement 0. Donc, 0 et par la suite, les autres. Donc, on va faire l'ajustement de l'index dans notre table de branchement. C'est l'option -1. Par la suite, on sait que chaque adresse est exprimée sur 8 octets, 64 bits. Donc, on va multiplier notre index par 8 et finalement, on va ajuster l'adresse. On va former l'adresse absolue du branchement. Donc, on charge dans S0 adresse de notre table de branchement, switch, on additionne le déplacement en nombre d'octets par rapport au début de notre tableau. Ça, c'est la valeur dans S0. Et adresse absolue de notre cas dans la table de branchement est chargée dans S0 et on utilise l'instruction Jump Register S0. Et cette instruction va nous amener sur le bout de code qui gère l'option correspondante. Pour le cas 1, donc on affiche option 1 et on termine le programme. Pour le cas 2, donc ça c'est le traitement à faire. Et par la suite, c'est K3 et K4. L'étiquette fin contient le bout de code qui permet de terminer le programme au complet. Ça, c'est la manière de modéliser la structure de contrôle switch qui existe dans les langages de programmation de haut niveau. Maintenant, on va regarder de quelle façon on effectue les appels et retours de routine. Une routine, c'est un synonyme des termes sous-programme, fonction, procédure. Les routines encapsulent du code pour le réutiliser et de quelle façon on implémente chaque routine. On place le code machine dans certains placements en mémoire et il faut se brancher à l'adresse qui contient une routine. Mais pour pouvoir retourner à partir de la routine, il faut se souvenir de l'adresse de retour. Les routines en risque 5 peuvent être accédées en utilisant les pseudo-instructions jump and link ou call et les instructions pour pseudo-instructions pour retourne, c'est ret. En vrai, ces instructions sont implémentées par les instructions jump and link registre. Les conventions d'appel de l'interface binaire, les registres A0, de A0 à A7 doivent être utilisés pour passer des arguments et pour spécifier les valeurs de retour. Les registres de A0 à A7 et les registres T0,
à T7 sont potentiellement peuvent être écrasés par la routine. Le registre RA, Return Address, c'est un registre d'adresse de retour. L'adresse en code machine de ce registre vaut 1. Maintenant, considérons l'exemple. Load immédiate A042, donc on charge la constante 42 dans le registre A0. Ça, c'est notre argument. Par la suite, pour exécuter la fonction inc, il faut utiliser jump and link et de spécifier l'adresse de la première instruction de notre retour, de notre routine. Jump and link, cette instruction permet en fait de mémoriser l'adresse de retour dans le registre RA. Je vous rappelle que c'est une pseudo-instruction, c'est jump and link, plutôt RA inc qui est utilisé en vrai. L'adresse de retour, c'est l'adresse de la prochaine instruction dans la séquence qui est mémorisée dans le registre RA implicitement par le système, on saute à l'instruction spécifiée par l'étiquette inc. Ça, c'est notre routine et sa première instruction. Donc, ici, comme vous voyez, la valeur de l'argument A0 est incrémentée. A0, je vous rappelle, qui est utilisé aussi pour former les valeurs de retour, A0 et A1, selon la convention. L'instruction RET permet de retourner au point d'appel, c'est-à-dire qu'ici, en fait, RET, c'est une pseudo-instruction et la vraie instruction qui implémente RET, c'est Jump and Link Register. Comme vous voyez ici, nous avons le registre RA qui contient l'adresse de retour. Ici, c'est ça, c'est le reste, ça, c'est les valeurs 0 qui permet de former, c'est ça, c'est l'adresse de retour. Finalement, au retour, donc, on va terminer notre programme. Ça, c'est la procédure qui doit être utilisée pour appeler des fonctions. Jump and link label, ça, c'est la petite instruction pour appeler une procédure, une routine. Cette instruction est implémentée par la vraie instruction jump and link RA label. Cette instruction effectue le branchement direct à une étiquette label. Il y a une contrainte. L'étiquette doit spécifier une adresse qui est à moins de 1 mégaoctet de la position d'appel. Dans le registre RA, l'adresse de l'instruction suivante est sauvegardée automatiquement par le système. Avec cette méthode, on sait où on sait où revenir. Le registre RA, selon la convention, est utilisé pour préserver l'adresse de retour. Return address. Il ne faut pas écraser le contenu de RA ou perdre ce contenu, sinon on ne peut pas revenir. L'abcès d'instruction RET peut être utilisé. Donc, RET, ça c'est l'instruction,
c'est équivalent comme c'est un aléa de l'instruction Jump Register RA. Cette instruction n'est pas implémentée directement, ça c'est la pseudo-instruction. En vrai, cette pseudo-instruction est implémentée par Jump and Link 0 RA0. Ce qui nous donne, c'est ça, c'est le sauvegarde comme le saut à l'adresse qui est stocké dans le registre RA. Oui. Mais ça veut dire que vous savez que tout est encodé en code machine. Ici, lorsqu'on spécifie adresse label, ce n'est pas toute l'adresse qui est encodée directement dans l'instruction. Il y a certaines parties de l'adresse qui est encodée et c'est à cause de cette méthode d'encodage. Ça veut dire qu'ici, comme vous pouvez voir ici, nous avons les restrictions au niveau du nombre de bits qui sont disponibles pour encoder l'adresse de branchement. Si on utilise, par exemple, je vais vous montrer plutôt comme ça, c'est Jump and Link Register. Je vais vous expliquer avec c'est beau, c'est là, c'est avec annexe. Jump and Link Register. C'est ça, c'est ce qui est utilisé pour implémenter l'instruction de branchement. Comment fonctionne cette instruction? C'est l'adresse, le contenu du registre RS1 est additionné avec le déplacement, c'est le champ immédiat. L'adresse de retour est préservée, c'est PC plus 4. Et en fait, c'est ça, c'est ici, ça c'est PC prochain. C'est l'adresse de branchement, le contenu du registre RS1 plus le champ immédiat. Et ici, le type d'instruction, c'est de type I. Le type immédiat, avec le type immédiat, nous avons 12 bits pour encoder le déplacement. Et comme conséquence, on ne peut pas comme dépasser ça. Et avec 12 bits, on ne peut pas exprimer tout l'espace d'adressage qui est exprimable sur 64 bits. Comme conséquence, on a les restrictions où on peut sauter. Et c'est 1 meg, c'est combien? C'est 2 exposantes. Non, c'est 1 quart, ça c'est 2 exposantes 10, c'est 1024, mais par la suite, 1 meg, c'est 2 exposants 20. Ça, c'est meg. Et ça va nous donner, ça veut dire que 2 exposants 20, ça veut dire que notre comme adresse de branchement est limitée par 20 bits. Et l'espace d'adressage dans l'architecture RISC-V est 32 bits, c'est 2 exposants 32 pour 64 bits et 2 exposants 64, ce qui va, on ne peut pas exprimer sur 20 bits une adresse qui est exprimée sur 32 bits ou 64 bits. C'est pour ça qu'on est limité.
Par contre, c'est lorsqu'on fait jump register et le contenu d'un registre, dans ce cas-ci, notre registre est de taille 32 bits, ça veut dire qu'on peut accéder à tout l'espace d'adressage. Donc, il existe la possibilité de spécifier euh, euh, adresse au complet, mais sauf que ce n'est pas avec l'instruction euh, jump label, c'est avec cette pseudo-instruction à cause de cette limitation de l'encodage. Maintenant, ça c'est adressage. Les appels lointains, c'est ici qu'on peut accéder à tout l'espace d'adressage. Par exemple, si on veut appeler, faire un appel de bibliothèque, dans ce cas, on utilise la pseudo-instruction call label. Et pour l'implémentation de la pseudo-instruction call, on utilise la méthode qui permet d'exprimer adresse au complet, c'est-à-dire qu'on peut sauter à plus de 1 mégaoctet de distance. Pour effectuer cette instruction, pseudo-instruction, on calcule l'adresse à l'exécution. On utilise un registre temporaire. C'est un branchement indirect. Comme vous voyez, ça, c'est les deux instructions qui sont utilisées. Ici, on fait l'ajustement de notre PC. C'est additionner upper immediate PC. Donc, on forme l'adresse haute du registre PC. Et puis, par la suite, on ajuste en addition le déplacement, la partie basse du registre PC pour former l'adresse de branchement. Le retour est le même avec la pseudo-instruction RET et aussi le branchement lointain peut être effectué avec la méthode, avec la pseudo-instruction tail label. Cette pseudo-instruction fonctionne comme un jump lointain. Mais la différence, c'est que on ne sauvegarde pas l'adresse de retour. Ça veut dire que ici, c'est plutôt pour sauter à une instruction qui se trouve loin dans notre programme. N'oubliez pas que dans les programmes, nos programmes, tous nos routines doivent être spécifiées quand même pas loin. Et c'est tout à fait suffisant d'utiliser les instructions avec la limitation de saut sur l'espace. Par contre, pour les programmes qui se trouvent dans les bibliothèques, c'est ça, les bibliothèques peuvent être placées loin en mémoire. C'est comme les programmes système, etc. Dans ce cas, on utilise normalement les instructions de branchement lointain et les appels lointains. Maintenant, on va parler de la pile d'exécution. La pile d'exécution est utilisée pour implémenter le mécanisme d'appel des fonctions dans tous les environnements d'exécution. La pile d'exécution, on peut utiliser le synonyme pile. En anglais, c'est stack. Il ne faut pas confondre la pile d'exécution avec la structure de données pile. C'est une zone mémoire pile d'exécution qui est utilisée en utilisant la politique LIFO, dernier arrivé, premier sorti. Et c'est pour cette raison, c'est le terme pile qui est utilisé pour appeler, pour nommer cette zone mémoire. Cette zone mémoire est utilisée pour les allocations dynamiques et évaluée par l'environnement d'exécution.
se trouve toujours dans les adresses hautes, loin de deux sections .text et .data. Là, cette zone est gérée par le registre dédié SP stack pointer qui pointe toujours au sommet de la pile d'exécution. La pile croît quand SP décrémente. Les adresses égales ou supérieures à SP sont utilisées. Les adresses inférieures à SP sont libres. Pour libérer l'espace, il faut incrémenter SP. Pour réserver l'espace dans la pile d'exécution, il faut décrémenter le registre SP. Ça, c'est l'illustration de la pile d'exécution dans l'environnement RARX. Nous avons déjà vu qu'il y a les deux sections. En mémoire, c'est la section texte, section data. Texte, ça, c'est notre code exécutable. Data, ça, c'est les données avec l'allocation statique. Et dans les adresses hautes, comme vous voyez ici, on spécifie la zone pile d'exécution. Et la pile, comme vous voyez avec la flèche, grandit des adresses hautes vers les adresses basses. La convention risque 5, la pile, ça représente en soi une convention. Le registre SP, du point de vue d'utilisation, est un registre général, c'est-à-dire qu'on peut normalement accéder au contenu de ce registre dans nos programmes. L'adresse de ce registre SP est 2. Pour manipuler la pile, il n'y a pas d'instruction ou pseudo-instruction dédiée. Il faut utiliser les instructions générales. Add immédiate et les autres, load et store. SP, c'est ça, on utilise comme registre de base. Voici l'illustration de quelle façon on alloue l'espace dans la pile, dans l'architecture RISC-V et la restauration de la pile. Pour allouer 8 octets dans la pile d'exécution, il faut, comme vous voyez, faire la soustraction. On exprime la soustraction avec l'opération add immédiate. Ici, le contenu courant du registre SP. Donc, on soustrait de ce contenu 8 et le résultat est placé dans SP. Si visuellement, on représente notre pile, ça c'est notre zone, supposons que notre pile point là, avant d'allocation, lorsqu'on fait SP-8, ça veut dire que ça va être -4, par la suite -8, et notre SP va être déplacé après l'allocation à la position démontrée. Par la suite, on peut, c'est ça, c'est sauvegarder le contenu du registre S0 à l'adresse. Je vous rappelle que pour les instructions load, store, dans les parenthèses, on spécifie le registre de base qui est utilisé pour accéder les opérandes qui sont stockées en mémoire et il faut additionner le déplacement par rapport au registre de base pour former l'adresse absolue. Ça veut dire que ici S0 est composé de 8 octets. Ça, c'est l'architecture RISC-64. Dans ce cas, SP, le déplacement 0 plus SP, ça nous forme l'adresse de cet élément. Donc, ici, on place ici, dans les 8 octets, on met 0, S0. Si on utilise l'architecture 32 bits, dans ce cas, c'est ça, c'est pour sauvegarder chaque registre qui est composé de 4 octets, il faut allouer l'espace de 4 octets, donc il faut utiliser SP-4.
et utiliser store word pour sauvegarder S0 dans la pile. Pour charger, ça veut dire que pour restaurer l'information après avoir utilisé S0, donc pour restaurer la valeur, donc on fait l'opération inverse, load. Ça, c'est la lecture. À partir de cette adresse, on charge le contenu de S0 de la pile et finalement, on désalloue l'espace en additionnant 8 octets à la valeur du registre SP. Comment on utilise la pile? C'est on sauvegarde les registres entre les appels. Si on veut utiliser dans les routines les registres de S0 à S1, il faut absolument les sauvegarder dans la pile d'exécution. Sauver aussi, il faut le registre RA, l'adresse de retour, si les appels, si on effectue les appels imbriqués. Ça veut dire que dans notre fonction de haut niveau, il y a les autres appels. Il faut absolument préserver RA dans la pile pour ne pas, pour pouvoir retourner au point d'appel. Voici de quelle façon on doit utiliser la pile. La routine foo, donc on écrit le prologue, on alloue l'espace pour les deux registres de 64 bits dans la pile en décrémentant la valeur du SP par 16. Par la suite, on utilise store double pour sauvegarder. Et comme vous voyez ici, on joue avec les déplacements par rapport au sommet de la pile pour enregistrer les contenus de deux registres sauvegardés. Par la suite, on peut utiliser ces registres pour effectuer les traitements implémentés dans la routine et dans la partie épilogue, on restaure les deux registres et on désalloue l'espace dans la pile et la dernière instruction ret qui permet de retourner. La taille des registres varie entre RISC 532 et RISC 564. Il faut allouer le bon nombre d'octets dans le prologue et par la suite libérer le même nombre d'octets dans l'épilogue. Il faut sauvegarder et restaurer les registres aux bonnes places et aux bonnes tailles. Il ne faut pas sauvegarder les registres non utilisés dans la routine. Ici, on vous montre l'exemple avec les erreurs on va analyser quelles sont les erreurs dans ce bout de code. Dans le prologue, c'est ça, c'est la première erreur qu'on voit, ça c'est l'opération d'allocation dans la pile. N'oubliez pas qu'il faut toujours faire la soustraction lorsqu'on alloue l'espace dans la pile. On travaille ici dans l'architecture 64 bits et comme vous voyez ici, on veut sauvegarder les trois registres. Trois registres dans l'architecture 64 bits vont occuper 24 octets. Donc, ça, c'est moins et 24 pour allouer l'espace. Dans l'épilogue, il faut incrémenter, donc c'est plus 24 qui doit être additionné pour désallouer l'espace dans la pile. Par la suite, c'est ça, c'est les déplacements qu'on va utiliser pour sauvegarder les registres. Ça, c'est déplacement 0, 8, 16, ça va. Mais le registre S0, S1, A2, qu'on sauvegarde,
Dans la partie épilogue, il faut utiliser les mêmes déplacements, mais les instructions load qui doivent être effectuées. Mais ici, ce n'est pas store word qui doit être utilisé parce qu'on travaille dans l'architecture 64 bits, c'est plutôt SD, store double, qui doit être utilisé. Et comme conséquence, ici, LD pour restaurer les valeurs. Et S0 se trouve au déplacement 0, ça va. Par la suite, S0 ici, il y a l'erreur, c'est S1 qui doit être comme restauré à partir du déplacement 8 et finalement A2 doit utiliser le déplacement 16 pour être correctement restauré. L'autre chose, cette instruction add immédiate doit être placée comme dernière opération. D'abord, il faut restaurer les valeurs, par la suite désallouer l'espace, parce que sinon, ça ne marchera pas. La logique n'est pas bon. Donc, encore pour résumer, on alloue l'espace dans la pile en décrémentant le pointeur de la pile. Par la suite, on utilise les store word pour sauvegarder les registres dans la pile. Il faut jouer sur les déplacements pour mettre l'information. Par la suite, il faut restaurer les registres avec les mêmes déplacements. Et la dernière instruction, c'est désallouer la mémoire à partir de la pile. Mais tous les détails, les erreurs ici sont discutées sur cette diapositive. Ah oui, ici, il manque le RET, mais ce n'est pas demandé, c'est plutôt comme allocation. Mais c'est ça, c'est pour retourner. La dernière instruction doit être toujours RET. C'est return ou jump register RA. Donc, mais c'est RET, c'est plus simple comme syntaxe pour effectuer le retour. Donc, l'exercice, écrire un programme INC2, écrire une routine qui appelle deux fois INC, afficher INC 242. Donc, je vais sursauter cet exercice et je vais plutôt revenir plus tard à ça. L'information par rapport aux appels et la pile d'exécution dans l'architecture x86. Dans cette architecture, SP, ce n'est pas le registre accessible en programmation, c'est un registre spécial. Et il existe des instructions prédéfinies qui permettent de manipuler ce registre. Donc, les instructions call, ret, push, pop, entrée, leave, enter, leave sont utilisées pour manipuler implicitement, directement le registre SP. L'instruction call sauvegarde l'adresse de retour dans la pile d'exécution. Ce n'est pas comme dans l'architecture RISC qu'on a un registre RA qui est utilisé. L'instruction RET de l'architecture x86 dépile l'adresse de retour à partir de la pile d'exécution. Il y a moins de registres disponibles dans cette architecture. C'est pour cette raison la pile est très utilisée dans cette architecture pour sauvegarder les variables locales, pour le passage d'arguments. Maintenant, on va discuter de quelle façon on passe des arguments au programme. Dans l'architecture RARS, dans le simulateur RARS, il faut
Pour spécifier des arguments en ligne de commande, pour les programmes, il faut jouer avec Setlinux. Il faut spécifier programme arguments provided to program. Selon la convention, dans le registre A0, on doit, lorsqu'on saisit les arguments en ligne de commande, A0 est initialisé au nombre d'arguments de la ligne de commande. A1, ça correspond à argv, est initialisé avec l'adresse d'un tableau qui contient les arguments. C'est-à-dire que contient des pointeurs sur les chaînes de caractères correspondant aux arguments. Les chaînes sont terminées par le caractère nul, \0. Donc, ici, il est discuté les erreurs dans notre simulateur qui ont été corrigées par Jean. Dans la convention C, et rare s'en est inspiré. Nous avons le point d'entrée dans le programme, c'est la fonction main. Et dans main, argc est le premier argument. A0 selon la convention RISC-V, argv c'est le second argument, A1 selon la convention et argv0 toujours contient le nom de la programme et le premier argument de la ligne de commande est sauvegardé dans argv1. Ça, c'est la discussion dans l'environnement Linux. C'est la méthode underscore start qui est le point d'entrée dans n'importe quel programme. C'est ça, c'est argc se trouve au sommet de la pile. Les éléments d'argv sont directement en dessous. Traditionnellement, .start appelle la méthode main avec les bons arguments, mais il y a beaucoup de détails de l'implémentation sur cela. Maintenant, on va regarder le programme argv.s qui affiche le nombre d'arguments, puis qui affiche chacun des arguments. Ça, on va voir avec vous cet exemple. Ça, c'est... argv.s. Ça, c'est le programme qui permet de... c'est ça, c'est architecture 64 bits. Ce programme affiche le nombre d'arguments et chaque argument, il faut exécuter ce programme en mode 64 bits. Ça, c'est les appels système rares utilisés, print int, print string, exit, print char. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est, on va sauvegarder les arguments en ligne de commande saisis par utilisateur dans le registre S0 et S1. Nombre d'arguments, c'est argc est sauvegardé dans S0. A1 qui contient le tableau, l'adresse du tableau d'arguments va être sauvegardé dans S1. Par la suite, on va afficher le nombre d'arguments. Par la suite, on va afficher \n sur de ligne. Et finalement, on va parcourir le tableau d'arguments et on va afficher tous les arguments saisis par utilisateur en ligne de commande.
on sait que les arguments sont conservés en tableau. Tableau, c'est ça, on sait comment manipuler. Donc, ici, S0 contient le nombre d'arguments. Tant que le nombre d'arguments devient comme 0, dans ce cas, on va sauter à fin. Sinon, donc, on va afficher notre argument qui va être chargé dans A0 sur l'écran. C'est ça, c'est S1, je vous rappelle, que contient l'adresse du tableau. Donc, après affichage de chaque argument, c'est ça, il faut ajuster notre adresse S1 pour qu'il pointe vers le prochain élément du tableau d'arguments et il faut décrémenter notre compteur d'arguments. Et finalement, on termine le programme. Je vous rappelle qu'il faut dans le simulateur RARS, il faut, c'est ça, c'est deux crochets Program Arguments Provided to Program. Dans ce cas, cette option, ça c'est, attendez, c'est ça, c'est, je coche et comme vous voyez ici, l'environnement offre la ligne où je peux saisir les arguments. Donc, maintenant, je vais spécifier les arguments avant l'exécution, avant de lancer l'exécution. Par exemple, c'est ça, c'est bonjour tout le monde. Ça, c'est mes arguments. Maintenant, je vais lancer l'exécution et si on regarde, mais on ne voit rien. Ça, c'est comme vous voyez ici, ça, c'est l'affichage du nombre d'arguments. Ça, c'est 4 arguments. Et par la suite, chaque argument est affiché sur une ligne. Mais bien sûr que pour que ce soit plus représentatif, c'est plutôt, je vais utiliser pas le texte, mais plutôt ici, je vais afficher plutôt arg1, arg2, arg3, 3 arguments. Et si j'exécute, comme vous voyez, c'est le résultat de l'exécution. Le nombre d'arguments 3 et par la suite, on affiche tous les arguments saisis en ligne de commande. Il est 11h21, on va faire une pause. Les modes d'adressage. Je vous ai déjà dit qu'il existe les deux termes comme format ou type d'instruction et mode d'adressage. Les formats ou les types d'instruction spécifient de quelle façon on fait la décomposition en champ et dans le code binaire, code machine, et dans quel champ l'information est encodée. Le mode d'adressage spécifie de quelle façon les opérandes sont définies. L'information où se trouvent les opérandes est encodée dans le code machine. Je vous rappelle qu'il existe 3 types d'opérandes. Les opérandes peuvent être associées aux registres, stockées dans les registres. Les opérandes peuvent être stockées en mémoire. Et les opérandes peuvent être les constantes littérales. Ça, c'est les valeurs immédiates. Et en fonction de ça, on peut spécifier de quelle façon on stocke l'information sur les adresses où se trouvent les opérandes. Aussi, pour les instructions de branchement, les opérandes, ce sont le contenu du registre PC. On change PC. Donc aussi, la manière de quelle façon on spécifie l'adresse de la prochaine instruction, ça aussi définir un autre mot d'adressage pour spécifier cette opérande. Donc,
Les modes d'adressage, comme il est écrit sur cette diapositive, c'est un paramètre des instructions machine. Et RISC 5 fait partie de l'architecture de type RISC, Reduced Instruction Set Computer. Dans ces architectures, on possède peu de modes d'adressage. Les architectures de type CISC, Complex Instruction Set Computer, x86 par exemple, possèdent nombreux modes d'adressage. On sait que l'information sur chaque opérande est codée dans l'instruction. Le mode d'adressage immédiat ou littéral est utilisé pour encoder les constantes et l'opérande pour ce mode d'adressage est encodé directement dans le code machine. On n'a pas besoin d'aller chercher l'information en mémoire. L'information, elle est là, ça suffit seulement de l'utiliser. Dans RISC 5, toutes les instructions de type immédiate qui possèdent I dans la mnémonique A d'immédiate, and immédiate. Donc, ce sont de type immédiate. Comme vous voyez ici, dans l'exemple A d'immédiate est 0 et 042, 42 est encodé directement dans le code machine. Le nombre de bits pour encoder les constantes est restreint et limité. Dans l'architecture RISC 5, on a par exemple 12 bits seulement pour les instructions de type I immédiate. Ça, c'est dans l'architecture x86 de 64 bits. La taille des instructions peut être grande. Par exemple, les instructions dans l'architecture 64 bits x86 sont encodées sur plusieurs octets. Nous avons vu qu'en RISC 5, chaque instruction est encodée sur 4 octets. Les constantes aussi peuvent être encodées sur le nombre d'octets différents pour l'architecture CISC x86. Le deuxième mode d'adressage, le mode d'adressage à registre. Un registre, dans ce cas, contient l'opérande. Et dans ce mode d'adressage, dans le code machine, on spécifie les registres par leur adresse. L'adressage direct ou absolu n'existe pas dans l'architecture RISC 5. C'est lorsque adresse de l'opérande complètement est encodée dans les instructions. Nous avons vu que dans l'architecture RISC 5, les instructions sont encodées sur 32 bits. L'espace d'adressage dans l'architecture 64 bits est exprimé sur 64 bits et bien sûr que adresse directe sur 64 bits ne peut pas être placée dans 32 bits. Comme conséquence, ce mode d'adressage n'est pas accessible dans l'architecture RISC 5. Les pseudo-instructions permettent d'exprimer ce mode d'adressage. Par exemple, load word à 0 label. Label, cette adresse peut exprimer une constante qui représente l'adresse absolue. Call label, mais nous avons vu que ces pseudo-instructions utilisent les instructions, c'est avec load upper immédiate qui permettent de former l'adresse absolue avec deux instructions de base. L'adressage direct est utilisé pour définir des variables globales, pour effectuer les appels de routine de bibliothèque qui se trouvent loin dans le code. Les contraintes, on ne dispose pas dans le code de machine de chaque instruction d'un champ qui permet d'exprimer adresse au complet. Les adresses nécessitent souvent beaucoup d'octets et dans l'architecture
comme risque 5, plusieurs instructions sont limitées à des adresses bases. L'adressage indirect à registre. Dans ce bon d'adressage, un registre contient l'adresse. L'adresse absolue est stockée dans un registre et le numéro du registre est codé dans l'instruction. Dans risque 5 n'existe pas, mais il existe les pseudo-instructions équivalentes. Par exemple, donc load word A0 et A0. Ici, c'est en fait cette pseudo-instruction est implémentée avec la vraie instruction. Donc ici, c'est déplacement. Par exemple, les zéros plus le contenu de l'adresse. Ici, l'adresse absolue est définie. Dans ce cas, on peut accéder à cette adresse. Jump Register A0, nous avons vu aussi qu'ici, on peut sauter à l'adresse spécifiée dans un registre, mais c'est une pseudo-instruction qui est implémentée avec Jump and Link Register. Adressage, encore, l'utilisation de l'adressage indirect à registre, c'est déréférencement de pointeurs, les branchements indirects. Les avantages, ils sont efficaces et compacts en risque 5. Le prochain mode d'adressage, c'est l'adressage relatif qui est utilisé pour les instructions de branchement conditionnel et les instructions de saut. C'est lorsque PC courant est utilisé pour former l'adresse de branchement futur. Donc, avec l'adressage relatif, le contenu de PC est additionné avec le décalage qui est spécifié directement dans l'instruction et l'adresse effective est calculée à l'exécution. Les exemples dans l'architecture RISC 5, branch equal, qui compare les contenus de deux registres si les contenus sont équivalents et identiques. Dans ce cas, on saute à l'adresse spécifiée. Et ici, label, c'est plutôt encodé en code machine par le déplacement par rapport au PC courant. Et pour former l'adresse de branchement effectif, on va utiliser PC courant, on va ajouter le déplacement et on va former le PC futur. Jump and Link RA label, aussi, donc, effectue sauvegarde l'adresse de retour dans RA et cette étiquette est encodée par le déplacement par rapport au PC plus 4. Pseudo-instruction pour les données, c'est ça, load word à un label. Ici, ça c'est, nous savons que la vraie instruction, c'est load word, déplacement et dans les parenthèses, adresse de base. Mais ici, comme vous voyez, c'est l'adresse est spécifiée relativement à l'adresse courant, qui est 0, qui est considéré pour cette instruction. L'adressage relatif est utilisé pour les instructions de branchement conditionnel et de saut, pour les appels de routine locale, pas très loin, accès aux données, les pseudo-instructions en risque 5, Expedition Independent Code, c'est pas important. Le mot adressage basé, où on utilise pour calculer l'adresse effective une adresse de base plus le décalage par rapport à cette adresse. L'adresse effective est calculée à l'exécution. Le numéro d'un registre de base est encodé dans le code machine, dans l'instruction, et un décollage aussi est encodé dans l'instruction.
L'exemple de l'adressage basé, c'est load word. Ça, c'est, comme vous voyez dans les parenthèses, nous avons adresse de base et 8, ça, c'est le déplacement par rapport à l'adresse de base. Un autre exemple, c'est Jump and Link RA A08. Donc, ici, c'est ça, c'est le registre comme RA contient l'adresse de retour et l'adresse de branchement est formée avec le contenu du registre A0 plus le déplacement par rapport à ce registre 8 et c'est adressage basé. On utilise l'adressage basé pour accéder à la pile, aussi pour calculer la position statique dans un tableau, accéder à un élément d'une structure, on verra avec vous plus tard. Les pseudo-instructions risque 5, nous avons vu avec vous plusieurs et on les utilise. Les pseudo-instructions permettent d'exprimer le code plus simplement et possèdent un adressage plus riche. Sur cette diapositive, vous voyez les exercices que font les instructions suivantes, lesquelles sont des pseudo-instructions à quelle vraie instruction elles correspondent. Donc, la réponse est là, add. Ça, c'est la vraie instruction. Add immédiate, c'est aussi la vraie instruction qui, comme addition, le contenu d'un registre avec constante et charge le résultat dans un autre registre. Load immédiate, nous avons déjà vu ça, c'est une pseudo-instruction. Cette instruction est implémentée avec la vraie instruction add immédiate qui additionne le contenu du registre 0 qui contient toujours la valeur 0 avec constante. Load word, c'est l'instruction pseudo-instruction, ça correspond à load word A0, 8 et 0. Donc, on additionne le déplacement 8 au registre 0 pour former l'adresse de l'opérande. Load word A0, virgule, dans les parenthèses A1, ça c'est la pseudo-instruction. Encore une fois, ici, dans cette pseudo-instruction, le déplacement vaut 0. Load word A0, 8, A1, c'est la vraie instruction. Jump register A0, c'est la pseudo-instruction. La vraie, c'est jump and link register avec le registre 0, A0 et la constante 0. Les instructions suivantes nécessitent les valeurs H et low en fonction de l'étiquette qui est utilisée dans ces instructions. Load word A0 label, cette instruction, pseudo-instruction est exprimée par les deux vraies instructions, add upper immediate PC ou en position à la valeur haute, le contenu du registre, la valeur haute du registre A0, load word, donc ça c'est la partie la moins significative du registre A0 qui est formée. Load address A0 label, encore une fois, ça implique les deux instructions AU et PC et load word. Call label, encore une fois, les deux vraies instructions AU et PC et jump and link register. Dans ces cas, c'est ça, on exprime adresse qui normalement qui ne peut pas être directement encodée dans le code machine avec plusieurs instructions qui permettent de former la partie haute de l'adresse et former la partie basse de l'adresse. Les autres modes d'adressage, c'est le mode d'adressage base plus index. Il existe les deux registres prédéfinis, base et index, et qui permettent de former adresse effective. Ce mode d'adressage est utilisé pour accéder aux éléments d'un tableau
Base plus index plus décalage, permet d'exprimer un index dans un tableau qui est lui-même est stocké dans une structure ou dans la pile. Base plus index plus décalage plus facteur. Les deux registres base index sont encodés dans l'instruction, décalage est encodé dans l'instruction et aussi il y a un facteur d'échelle qui est encodé dans l'instruction. Les facteurs sont les facteurs de 2, 1, 2, 4, 8 par exemple. Et l'exemple de ce mot d'adressage dans l'architecture x86-64. Donc, ici, comme vous voyez, on prend le contenu d'un registre d'index. Par la suite, on multiplie par le facteur. Ça, c'est pour transformer notre déplacement, notre index en nombre d'octets correspondant par rapport à l'adresse de base et encore décalage est ajouté, peut être ajouté. Il existe les mots d'adressage sur la pile. Certaines architectures possèdent les instructions dédiées. Par exemple, push pop dans l'architecture x86. Et ça va terminer ce sujet. Comme résumé, nous n'avons pas vu les nouvelles instructions ou directives. On a vu les registres qui font partie de l'Application Binary Interface, RA et SP, qui sont utilisés dans le cadre d'appel de routine et utilisation de routine. Nous avons vu l'utilisation avancée de la mémoire, comment manipuler des tableaux, pointeurs. Nous avons vu la pile, arguments des programmes, mais nous n'avons pas encore écrit des routines. Et ça termine le sujet adressage.